Chers amis, nous revoilà ensemble et cette fois en direct. Nous sommes rentrés du château de Versailles pour recevoir aujourd'hui Thierry Keller. Thierry Keller, ex-animateur de Nova, je viens de l'apprendre, il vient de me glisser ça à l'oreille. Mais surtout aujourd'hui, on le voit en tant que cofondateur et directeur des rédactions d'Uzbek Erika, le magazine qui explore le futur et se décline aussi sur le web. Le dernier numéro que je tiens ici dans les mains, placement de produit, j'adore ça, est en ce moment dans les kiosques. Il y a évidemment une version numérique. Et évidemment, l'occasion est belle, comme l'écrit Christophe, de lui poser quelques questions sur cette Chine que vous qualifiez, cher Thierry, d'empire no limites. Bonjour et bienvenue tout d'abord. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir pour parler donc de la Chine telle que vous la voyez, telle que vous l'avez ressentie, telle que vous l'avez étudiée. Ce magazine est bien épais, bien renseigné, avec beaucoup de photos. Mon cher Christophe, je vous laisse maintenant la parole pour cuisiner notre invité. Cuisiner, c'est beaucoup dire parce que... Je faisais référence à votre amour pour la gastronomie. Oui, absolument, oui, absolument. Mais déjà, c'est vraiment un plaisir parce que je vais être honnête, c'est pas du blabla, j'aime bien ce que vous faites chez Uzbek Erika. Alors pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est qui au fait, Uzbek Erika? Ça sort d'où? Ça sort de l'esprit de son fondateur, Jérôme Rushkin, qui a inventé ce titre en référence au personnage des lettres persanes de Montesquieu. 1721, Montesquieu, jeune auteur à l'époque, presque punk, on pourrait dire, puisque son œuvre de maturité, ce sera plus tard, en 1748, l'esprit des lois. Et donc, quand il fait les lettres persanes, il s'amuse à inventer deux personnages qui viennent de Perse, Uzbek et Erika, qui viennent en France en ayant serpenté à travers l'Europe, qui écrivent des lettres à leurs amis restés en Perse et qui se moquent de nos mœurs, de nos coutumes, de notre système politique. Et nous, on a voulu retrouver les personnages d'Uzbek Erika, on les a un peu revisités, comme on dit dans Top Chef. On les a sublimés. Et, on donnait du croquant. Non, mais puisqu'on parlait un peu gastronomie. Absolument. Et donc, on donne du croquant et du gourmand. Et Uzbek Erika viennent du futur, dans notre version à nous. Ils débarquent en France dans les années 2010, 2015, 2020 et ils s'étonnent de ce qu'ils voient. C'est une manière pour nous, c'est une méthode éditoriale pour dresser la liste de tous les grands basculements qui sont à l'œuvre en ce moment. D'accord, une espèce de pas de côté pour regarder les choses sous un angle différent. Oui, c'est comme... On se force à voir le monde comme si on le regardait pour la première fois. Et donc, c'est très intéressant de s'exercer à fermer les yeux et réouvrir les yeux en se débarrassant de ses préjugés et de ses présupposés. C'est pas facile comme exercice. Non, c'est extrêmement difficile. C'est une méthode facile. Pour les gamins, c'est extrêmement simple. Oui. Mais pour les adultes que nous sommes devenus, c'est un peu difficile. D'accord, non, c'est extrêmement difficile parce que ça va très 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 vite et on a la tête dans le guidon et donc c'est difficile de faire semblant d'être vierge sur des sujets. Donc nous, on s'efforce d'avoir cette espèce de prise de hauteur. Donc c'est parfois même un peu snob d'avoir cette prise de hauteur. Mais c'est un exercice salutaire quand on veut ne pas être entraîné par toutes les modes du moment. Et en particulier quand on est un média comme nous qui explore le futur, de ne pas se laisser attraper par tous les pièges de l'innovation, de la technologie. Par exemple, si on était il y a quelques années, je vous dirais que dans quelques mois, tout le monde allait porter des Google Glass. Bon, bah c'est faux. On ne porte pas tous des Google Glass. Ça n'a pas marché. Non, et donc il y a comme ça des espèces de hype. Alors, si j'étais un peu plus spécialiste, je dirais qu'il y a des courbes de Gartner concernant les innovations technologiques. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et donc, notre rôle à nous est de regarder la grosse image, la big picture, et de regarder quels sont les signaux faibles en fait, qui sont à l'œuvre pour essayer de déterminer quel sera ce futur dans lequel on est projeté à la vitesse de la lumière. Quels sont les possibles vers lesquels nous pourrions aller ? En gros. Oui, la prospective, ça n'est ni de la prophétie, ni de la prévision, ni de la prédiction. Ça, c'est bon pour Nostradamus ou Madame Irma. Nous, c'est pas ça qu'on fait. D'accord. La prospective, c'est d'abord une science qui est issue, en réalité, des analyses géostratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi.
La prospective, c'est analyser des signaux faibles, d'abord les déterminer, et ensuite élaborer des scénarios. Donc le futur tel qu'on le voit, ou tel qu'on l'intuite, ou tel qu'on l'imagine, n'est évidemment jamais celui qui a été pensé par les prospectivistes, mais en revanche, élaborer des scénarios à partir des signaux faibles permet d'être préparé. D'accord. Voilà. Donc évidemment, les prospectivistes se sont toujours trompés. On imaginait la glaciation du climat, on imaginait des ascenseurs pour l'espace. C'est vrai, ça. Paul-Émile Victor en plus. Bien sûr. Pas n'importe lequel qui s'est mouillé. Le patron d'IBM en 1943 imaginait qu'il n'y aurait de la place sur Terre que pour 5 ordinateurs. Le patron d'Universal pensait qu'Internet, ça marcherait jamais. Bon, donc en fait... Pascal Nègre, si tu nous écoutes. Je voulais pas le citer. J'adore. Mais les imaginaires de science-fiction, par exemple, des années 50 et 60, se sont très largement trompés. On pensait, par exemple, qu'on allait tous se nourrir de pilules, qu'on allait éradiquer la faim dans le monde, qu'il y aurait des voitures volantes. Alors, le futur est advenu, mais pas de cette manière-là. Et aujourd'hui, fort de cette espèce d'expérience un peu foirée sur les imaginaires du futur, on essaye de reprendre un peu le fil de la prospective pour déterminer des futurs parfois glauques, parfois très très sympathiques, à échéance, je dirais, entre 5 et 50 ans. Faire de la prospective au-delà de 50 ans, c'est vraiment très particulier. On peut en faire dans certains domaines, la démographie par exemple, où on peut s'amuser à réfléchir à plusieurs centaines de milliers d'années quand il s'agit de faire de la gestion de déchets radioactifs par exemple. Mais pour être très honnête, la prospective s'arrête au moyen terme. D'accord. Alors, pour en finir avec Uzbek Erika, avant d'attaquer ce numéro spécial Chine, comment vous avez d'abord publié un magazine, vous l'avez très vite décliné sur Internet, ou c'était le contraire? Comment vous avez pris cette décision d'avoir les deux, à une époque où on dit que la presse papier n'a plus aucun avenir? Pourquoi est-ce que vous allez dans les kiosques nous mettre de jolies couvertures colorées comme celle-là? Quand Uzbek Erika a été créé en 2010, donc au regard de la civilisation technologique, c'était presque le Moyen-Âge, c'était la même semaine que la sortie du premier iPad. Et nous, on était en librairie à l'époque, on n'était même pas en kiosque, on était en librairie avec un MOOC, donc la contraction de magazine et book, un produit épais, 200 pages à 15 €, qui se proposait déjà d'explorer le futur, mais de démocratiser les grands enjeux d'avenir. Or, on ne démocratise pas les grands enjeux d'avenir à 15 €, surtout quand on découvre au fur et à mesure qu'on a un lectorat jeune et donc potentiellement moins fortuné. Donc, au bout de 4 numéros, on a switché, on est passé en kiosque, on a baissé le prix de 15 à 5 €. Aujourd'hui, on est à 6,90 €. Et on n'était toujours pas en ligne. On avait un blog, disons, vitrine, mais il n'y avait pas de stratégie web. C'était à la fois par culture personnelle. Tous les fondateurs d'Uzbek Erika sont plutôt issus de la science humaine un peu snobinarde. Et puis c'était aussi parce que effectivement on croyait encore au papier, pas par idéologie ou par simple croyance, mais tout simplement parce que l'ergonomie du papier nous semblait être... Comme Pascal Nègre qui a cru au CD pendant des années. Ouais. Non, je plaisante. Non, mais c'est le running gag sur Pascal Nègre. Moi, je rentre pas dans ce jeu-là. Et donc non. Et en revanche, effectivement, il y a un an et demi, on s'est dit tiens, le magazine qui explore le futur, et si on était en ligne. Voilà. Donc, on a rattrapé le retard. Aujourd'hui, on est assez fiers de notre traduction en ligne. On retrouve certains des contenus qu'on a sur le papier, mais pas tous. Pas tous. Le magazine ne se trouve pas en tant que tel en ligne. En revanche, on a une rédaction qui produit entre 4 et 6 contenus par jour, une rédaction intégrée chez Uzbek Erika. Et uzbekerika.com aujourd'hui fait un travail d'analyse de l'actualité du futur, tandis que le magazine papier prend encore plus de hauteur et décline une pensée à partir des signaux faibles émis sur le site internet. Puisque vous avez abordé le prix, juste une seconde là-dessus, vous avez une formule abonnement à 24 € qui, moi, me paraît vraiment légère et sympathique. Absolument. Alors, voilà. Un abonné de plus, je crois, c'est Olivier. Vous savez, 5 pages et je suis conquis. Voilà, c'est dans nos codes, en tout cas. C'est des codes que je connais, que je reconnais et que j'affectionne.
Oui, je pense que c'est important de réconcilier les cultures, Génération. et les générations. Bon, moi, je suis plus vieux, par exemple, que les gens que le fondateur d'Uzbek Erika. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir essayer de parler le même langage en étant très fluide sur les supports. Moi, je crois au concept de ligne éditoriale. Ensuite, le support, qu'on soit sur papier, qu'on soit sur le web, qu'on fasse des événements, qu'on fasse un journal parlé, enfin, à la limite, peu importe. C'est pas la question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'explorer l'avenir et d'essayer de l'explorer avec un minimum d'enthousiasme. On considère chez Uzbek Erika que le monde n'a pas fini de tourner, que le moment n'est pas encore venu de se barrer de la Terre pour aller visiter une exoplanète sur laquelle on pourra bâtir une nouvelle colonie, parce qu'ici, tout est foutu. En fait, on pense que tout n'est pas encore foutu. C'est une bonne nouvelle, Oui. histoire de l'expédier, parce que ça fait la blague. On va aborder ce numéro spécial Chine. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que votre rédacteur en chef s'appelle Blaise Mao? Parce que si j'étais conspirationniste, je me dirais c'est quand même un peu suspect. Je rejoins mon ami Christophe. C'est un rapport ou pas? Alors, ça n'est pas un pseudo. Blaise Mao, notre rédacteur en chef, est breton. Mais on l'appelle quand même président Mao. Ah, bien joué. Vous avez le sens de l'humour. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ce dossier Chine, l'Empire nos limites, commence par une ambition affichée qui est explicitée, casser nos préjugés occidentaux sur ce pays. Qu'est-ce qu'on a comme préjugés sur les Chinois ou la Chine? Je crois qu'on a eu beaucoup de préjugés depuis une 50aine d'années. Bon, évidemment, d'abord, ça a été, pour nos camarades révolutionnaires français, une alternative au soviétisme. Oui. Et donc, de l'UJCML, en passant par la gauche prolétarienne jusqu'à Jean-Luc Godard, le modèle chinois et la révolution culturelle ont été des grands inspirateurs. Et donc, on a commencé par considérer qu'il y avait là une sortie de crise du communisme à la sauce stalinienne, et qu'on pouvait trouver un modèle qui était tout aussi révolutionnaire, mais peut-être un peu plus enthousiasmant. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Ensuite, il y a eu le fameux livre de Perfit, Le jour où la Chine se réveillera, et là où on a considéré que, ah merde, la Chine était un peu l'usine du monde, et on se disait... Déjà, c'est les années 70, hein, ça, c'est rappelons-le. Ça, c'est les années 70. Et puis là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que c'est un pays qui est dans un profond moment d'innovation technologique, qui expérimente des choses que l'Occident n'ose pas ou ne veut pas expérimenter. On a des préjugés sur... le fait qu'il y a une volonté hégémonique de la Chine, mais on a mal compris ce que pouvait être le concept même d'empire. On confond l'empire américain avec l'empire chinois. Or, les volontés hégémoniques chinoises ne s'exercent pas et n'ont pas les mêmes traductions que lorsque les Américains cherchent à imposer leur soft power, voire leur hard power sur le monde. Oui, surtout qu'il y a du pétrole, oui, effectivement. On a des exemples récents. Bien sûr. Alors, et en même temps, je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, les États-Unis étant repliés sur eux-mêmes et le slogan étant America First, et donc l'Amérique étant dans un moment très isolationniste, tout à coup, la Chine réapparaît à l'aune du reflux américain de diriger les affaires du monde. C'était une question que j'avais prévu de poser plus tard, mais effectivement, Xi Jinping a été surpris à Davos en plein plaidoyer pour un monde plus ouvert, un commerce mondial qui enrichit tout le monde. Multilatéral. Alors que les Américains déchirent les uns après les autres tous les traités commerciaux qu'ils ont signés ces 20 dernières années. Est-ce qu'on est dans un basculement des polarités auxquelles on était habitué? Oui, je crois que c'est évident. Il y a un basculement des polarités. Il y a le fait que non seulement on est dans un moment de l'histoire géopolitique humaine d'empowerment des continents qui jusqu'ici, ou des zones géographiques qui jusqu'ici étaient plutôt sous la coupe de l'Occident. Et puis il y a très clairement, du côté des États-Unis, une volonté de se désengager. Et il y a un problème européen avec un émiettement et avec un problème de gouvernance politique de l'Europe. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Il reste quelques zones dans le monde qui seraient capables de... L'Amérique latine est confrontée à des espèces de contradictions politiques mélangeant corruption et autoritarisme. L'Afrique subsaharienne, malgré une embellie.
Non, je dirais malgré... Non, embellie, je pense qu'il faut faire attention à ce terme, mais disons, malgré un dynamisme démographique n'a pas encore trouvé les chemins d'une croissance alliant prospérité et démocratie. Et donc là, on a une sorte de flou artistique autour de la Chine qui fait que tout à coup, la place est à prendre. Et je pense que la nature ayant horreur du vide, c'est d'abord ça la question. Et je ne crois pas que ce soit un hasard si Xi Jinping prenne aujourd'hui le lead sur un certain nombre de sujets, puisque de toute façon, personne ne le prend. Alors, c'est la manière dont il le prend qui est extrêmement intéressante et qui nous a interpellés. Oui. Alors justement, l'un des chapitres s'intitule, je cite, texto, « Les Chinois vont-ils tous nous bouffer ?» Donc sous ce titre, effectivement, un petit peu cliché, se dessine quand même une interrogation légitime. Est-ce que le 21e siècle sera le siècle chinois ? Alors, je reprécise qu'il y a quand même plusieurs paires de guillemets, même s'ils ne sont pas présents visuellement, à tous nous bouffer. Ça fait référence au vieux fantasme. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui... et au préjugé le plus basique et le plus stupide. Oui, plus stupide. Bien sûr. La Chine aujourd'hui possède une sorte d'alliance entre une innovation technologique, une gouvernance politique qui fait qu'il n'y a objectivement pas de contre-feu démocratique permettant de freiner ces innovations, allant même parfois jusqu'à des choses qui peuvent être interpellantes, voire dangereuses. Et puis, il y a une prospérité et un dynamisme économique qui font que tout à coup, ça va être sans doute possible de gagner des parts de marché à la fois économiquement, à la fois en termes de soft power et à la fois en termes d'innovation technologique. Donc je ne pense pas que la Chine va dominer le monde et je ne suis même pas totalement certain que ce soit l'enjeu. Et je crois encore une fois que le concept même de domination, il ne faut pas le lire à l'aune de ce qu'on connaît de la domination jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais effectivement, c'est évident qu'il y a un centre de gravité au niveau mondial qui, évidemment, tend vers l'Est. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, on le voit avec la traduction dont on commence à parler chez nous, mais c'est vrai que ça met du temps quand même quand on cherche un peu de documentation sur la question. C'est ce fameux au bord, One Belt, One Road, théorisé par Xi Jinping dès son début de mandat. C'est de dire... Voilà, la Chine, pour survivre, a besoin d'exporter. Je vais creuser des routes, je vais ouvrir des bases militaires à Djibouti, je vais sécuriser des chemins de fer, je vais faire passer. Parce que notre survie, voilà, pour faire passer. Et c'est un truc qui est budgété et programmé sur 10, 15, 20 ans. On a l'impression qu'il y a vraiment un temps occidental et un temps oriental, et que le temps oriental est long. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi ? Ouais, complètement. Le temps long a été à un moment donné en Occident valorisé. Je veux dire, quand le général de Gaulle avait le plan, quand il y avait encore en France un ministre du plan, quand le général de Gaulle, encore lui, pardon, a fait son plan calcul, dont est issu par exemple l'INRIA en France, oui. Lorsqu'on a décidé de se doter d'un nucléaire militaire et civil extrêmement important. Spatial, quand l'agriculture, la PAC, quand aux États-Unis en 60-61, Kennedy dit avant la fin de la décennie, nous irons sur la Lune. Bon, le pauvre, il n'a pas eu l'occasion de le voir, mais enfin, il avait raison. Et puis tout à coup, c'est comme si faire des plans à long terme était devenu suspect. Pourquoi ? Parce que le plan quinquennal, c'était l'apanage de l'URSS, parce que la rentabilité à court terme était plus intéressante que la prospective à moyen ou à long terme. Et donc, tout à coup, le concept même de long terme a été, là encore, abandonné. Et donc, quelqu'un a pris le flambeau de cette vision à long terme. Il y a évidemment la Chine qui est au premier rang de la vision de long terme des politiques publiques. On pourrait aussi citer le Qatar ou les pays du Golfe qui, oui. Eux aussi, décident, comme des entreprises ou comme les ex-commissariats au plan que nous possédions, de voir loin. Et donc, effectivement, de budgéter, d'avoir une feuille de route et d'y aller.
Parce qu'ils savent, pour les pays du Golfe, que dans 10-15 ans, ils n'auront plus de pétrole, ils n'auront plus de gaz. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Bien sûr. Est-ce qu'on va dans le tourisme ? Est-ce qu'on fait... Et ça, on sait plus faire chez nous, c'est plus légitime. Et vous pensez que c'est lié à cette... T'as pas du gain un peu immédiat en se disant faut prendre tout de suite parce que bon, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, qui sait si on va être encore là, si on va être encore aux manettes, avec des gouvernements qui chez nous se succèdent, où on sort souvent le dernier vainqueur et le suivant défait ce que le précédent a fait. En vrai, vous mettez le doigt sur le sujet, qui est le sujet de la démocratie. C'est évident que si j'ai pas besoin de me faire réélire, je peux voir à 30 ou à 40 ans. Et prendre des mesures qui peuvent être impopulaires au départ. Mais qui ont même pas besoin d'être ni populaires ni impopulaires. Elles ont juste besoin d'être. Puisque, en fait, le concept même d'opinion publique, n'existant pas, ou en tout cas n'affleurant pas à la surface, je peux me permettre de faire une projection à 30 ou à 40 ans. En France, ou dans n'importe quel pays à démocratie représentative, si je commence à dire que je fais un plan pour 15 ans, mon opposition va me taper dessus. Souvenez-vous, à l'été, je crois, ça devait être c'était sous Hollande et Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, donc on devait être en 2013. Oui. Souvenez-vous, cet épisode hallucinant de l'histoire de la politique française où les ministres avaient dû plancher pendant l'été sur leur vision de la France en 2025, aidés par à l'époque France Stratégie. Oui. Ils étaient revenus avec leur devoir de vacances en disant voilà, moi je vois ça sur la police, sur la justice, et tout le monde s'était foutu de leur gueule en disant ce que les Français attendent, c'est pas la belle vie en 2025, c'est un job et de quoi nourrir leur famille demain matin. Donc on voit bien là que et donc évidemment le gouvernement avait donc c'est lié à la croissance. C'est lié à la croissance et quand on est en construction avec une croissance qui est dans le sens de l'évolution, on se projette, et quand on est arrivé à un point stagnant ou descendant, déclinant, là on est plutôt court-termiste. C'est une pensée que j'ai là en vous écoutant. Il y a un grand parce que finalement aujourd'hui, ce que vit la Chine, c'est un peu ce que nous on a vécu et qu'on a appelé les glorieuses, c'est-à-dire une croissance à 2 chiffres. Là maintenant c'est le moment de la Chine, c'est du cycle, chacun à son tour. Donc à l'époque où nous on avait des plans, c'est l'époque des glorieuses. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Je suis assez d'accord. Simplement, il y a aussi, j'allais citer justement la phrase d'un dirigeant d'entreprise américain qui disait « Seuls les paranoïaques survivent ». Oui. Andy Grove, l'ancien patron d'Intel. Voilà. Et Jean-Paul Baudecroux aussi, président du groupe Énergie, a cette phrase récurrente, d'une manière récurrente. Tout à fait. Voilà. Seuls les paranos survivent. Alors, je suis pas sûr qu'il faille valoriser particulièrement cette phrase parce qu'on peut pas vivre dans la paranoïa permanente. Non, fatigant. En revanche, c'est épuisant. Vous avez un problème avec la paranoïa? Mais mais je pense que c'est évident que quand on sent qu'on arrive en bout de course d'un modèle, il faut s'y préparer. Et tous ceux qui sont plus cigales que fourmis en ont fait les frais.